France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le LGF avec Hanan Zawadi, avec Nassim Lachlache qui est avec nous en ce lundi. C'est rare qu'il vienne le lundi, mais il est là en tout cas, et pour la bonne cause, puisque nous avons un invité qui est avec nous sur France Maghreb 2. Nous allons ainsi démarrer l'entretien du LGF pour ce lundi 8 octobre avec notre invité sur France Maghreb 2. L'invité de l'entretien de ce lundi 8 octobre, il est avec nous, il est auteur, mais aussi danseur, et on peut dire aussi que quelque part il est militant, même on peut le dire très aisément, j'ai envie de dire. Bolo Assamboura, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Maghreb 2. Dans cette émission Le Grand Forum avec Nassim Lachlache, Hanan et moi-même pour t'interroger, pour nous parler de cette livre. Alors d'abord, j'aimerais que tu nous dises, que tu nous expliques un peu la couverture du livre. Ah, c'est la première fois qu'on me parle de la couverture du livre. Mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de premières ici. Donc ça me fait plaisir en fait. Cette couverture, c'est mes habits de lumière. Quand on sort un livre, il faut forcément mettre ses habits de lumière. Mes habits de lumière, c'est mes habits en tant que danseur. C'est quand je suis sur scène et que du coup je suis torse nu je fais des danses traditionnelles congolaises. Donc forcément, je m'habille en conséquence. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce qui retrace bien ton parcours. La danse, c'est quelque chose d'extrêmement important. Exactement, la danse c'est véritablement le fil conducteur de ma vie. Et en fait, du coup, à travers cette couverture, j'ai voulu montrer en fait une couverture, parce que du fait de ma danse, et des sports que je pratique comme le CrossFit, j'ai un physique de sportif. Athlétique, et donc du coup souvent les gens s'arrêtent à ce physique là mais ne vont pas regarder en fait ce qu'il y a à l'intérieur, et donc à travers ce corps j'ai voulu montrer un corps qui peut paraître dans les normes quelque chose de hyper costaud, viril, tous les attributs de l'homme et surtout de l'homme noir, et en fait quand on ouvre à l'intérieur on y découvre j'imagine quelqu'un d'autre. Alors tu commences ton livre par remercier tous ceux qui ont fait que tu sois toi aujourd'hui finalement. Effectivement, je remercie C'était important justement de commencer par là. En fait, sans toutes ces personnes, je crois que je serais pas là en train de discuter avec vous. Donc pour moi, c'est la première chose que je fais chaque jour, chaque matin, et c'est la dernière chose que je fais chaque soir. Alors commencer un livre, c'était nécessaire. Alors justement, avant de rentrer dans les détails de ce livre qui est poignant, qui est fort, qui est riche en rebondissements et en événements, c'est ce qui est un peu d'ailleurs, c'est ce qui caractérise un peu ton enfance. Est-ce que finalement ce livre n'est pas une sorte de thérapie? Est-ce que tu n'en avais pas besoin pour justement, j'allais pas dire oublier parce qu'on n'oublie pas, mais passer à autre chose et essayer de te construire davantage aujourd'hui? Alors pour la petite histoire, franchement pas du tout, parce qu'en fait ce livre je l'avais déjà écrit moi-même 2 ans auparavant, ouais. Et il était pour moi au départ et pas dans sous cette forme, mais j'avais déjà écrit quelque chose pour moi et que je considérais abouti et fini pour moi, encore une fois. Et puis quand j'ai commencé à sortir le projet sur lequel on travaille aujourd'hui, Recréation by Loba, il me fallait des idées, il me fallait des choses, et j'avais pas d'argent, j'avais pas de moyens, et les seules ressources que j'avais c'était ma vie. Et donc du coup j'ai travaillé avec un pote journaliste, et là je lui ai passé ce manuscrit en lui disant qu'est-ce qu'on peut en faire, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on peut raconter, donner comme histoire. Je pense d'ailleurs que le titre est plutôt bien choisi quand on lit l'histoire. La rage de vivre, c'est vraiment le cas. Le titre correspond parfaitement avec le déroulé de l'histoire. Donc tu es de père congolais. Effectivement. Ta maman qui a un rôle, j'allais dire, important. Est-ce qu'on peut parler d'un rôle destructeur? Ou constructeur, ça dépend du point de vue, encore une fois, dans lequel on se pose. Quand on te lit quand même à un moment, tu dis que c'est quand même elle qui est, j'allais dire, à la cause de tous tes ennuis, de tout ton mal-être quelque part. Pas vraiment. Comme tout père, comme tout mère, en fait, les deux
parce que c'est mon père en me privant de ma mère qui pendant 5 ans. Pendant 5 ans, mais plus parce que après je l'ai retrouvé qu'à l'âge de 11 ans. On va juste rappeler peut-être aux auditeurs que effectivement tes parents se séparent très vite après ta naissance. Effectivement. Bon, on va dire que ton père, il a enchaîné les conquêtes. Hein. D'ailleurs, tu as dû apprendre à vivre avec quelques-unes d'entre elles, et beaucoup d'ailleurs. Beaucoup. Hein. Il y en a d'ailleurs quelques-unes qui t'ont marqué plus que d'autres. Effectivement. Je crois que c'est Charlotte qui a été importante. Charlotte a été très importante, ouais. Voilà. Et donc ce père qui était quelque part insouciant, qui était peut-être pas prêt d'ailleurs d'avoir un enfant, mais qui avait une manière à lui de... Il en avait déjà eu un avant qu'il avait laissé au pays. Donc voilà. Une d'ailleurs. Oui, absolument. Et donc, pour X ou Y raison, il décide de t'emmener au Congo. Lui, il est sans papier en plus. Oui, il est sans papier. Il a pris tous les risques. Ouais. Voilà. Et tu te retrouves là-bas au Congo pendant les 5 premières grosses années de ta vie. De 1 an à 6 ans. Voilà. Où tu vas à l'école, où tu essayes. J'y vais une fois et je me fais taper sur les doigts parce que j'ai dit au prof en fait la règle qu'il avait sur la table c'était la mienne parce qu'en fait je pars. T'avais volé les affaires. Et que en gros on m'avait volé mes affaires et il a soupçonné que en gros je le traitais de voleur et donc je me suis fait chicoter comme on dit chez moi. Ouais. Et du coup quand je suis revenu j'ai dit plus jamais je retourne à l'école et ma grand-mère a dit vas-y fais ce que tu veux. Et justement alors j'aime beaucoup un moment dans ce livre où tu es au Congo effectivement et tu veux faire la cuisine. Ouais. Et alors là, ça se transforme en drame. Ouais, bah c'était chaud. Je devais avoir 4 ans et du coup, moi, j'ai cru que je les avais vus, que je savais comment faire la cuisine et j'ai vu qu'elle mettait plein de trucs à l'intérieur d'une grande bassine. Bah j'ai fait pareil et en fait, j'ai mis tout l'huile de la maison et qui m'est tombé après sur le pied et donc l'huile chaude, la bassine est tombée et l'huile est tombée en partie un peu sur mon pied et du coup j'ai... Et la baffe là c'est même plus une baffe là. c'était un high kick généralisé. La phrase qui résonne avec ton père c'est Bolowa, prépare-toi, prépare tes affaires. Ouais. Ça voulait dire on change d'endroit. On se barre, on y va. Voilà. Ça voulait dire on va ailleurs. Alors premier déchirement quand même, c'est quand justement il vient te chercher pour te ramener en France. Ah ouais, là c'est lourd de sens. C'est lourd de sens parce que au Congo j'étais le prince de la ville. Le prince de la ville, j'étais le prince du terrain, je retournais tout et puis j'avais réussi enfin à me faire plus qu'accepter parce que vu que j'étais métisse, tout le monde me cherchait des noises donc il fallait vraiment remettre tout le monde d'équerre et enfin j'avais réussi à dompter les gens et là à ce moment-là on me fait revenir ici. D'ailleurs au moment où mon père arrive il y a tout le quartier qui vient me chercher. Moi j'étais loin, j'étais en train de jouer je sais pas où et il y a le quartier qui vient me chercher en mode ouais il y a ton père qui est là, il y a ton père qui est là, tu vas partir en France et parce que vu qu'on habitait un quartier pauvre vraiment toujours comme tous les migrants aujourd'hui le côté partir en France c'est une fête et parce que en fait tu vas t'en sortir contrairement aux autres. Justement la question que je me pose si tu permets Christophe, oui, on sent un livre intime en réalité où tu parles de ton parcours de vie, non? C'est un rappeur qui disait les funérailles des tabous. C'est Desporuti qui disait ça. C'est-à-dire que moi j'avais envie de parler de tout. Moi j'ai toujours été sans concession. Pourquoi ce livre? Quel message tu souhaites mettre en avant? Il n'y a pas de message particulier. C'est l'histoire de ta vie, tout voilà. simplement. Et après chacun pioche en fait en fonction du parcours si ça leur parle ou autre parce que je pense que voilà je fais partie de cette jeunesse hybride qui vient de plusieurs milieux en même temps et qui a su allier toute cette hybridité et tous ces mélanges et donc du coup après si certains et même soit de ma génération ou de génération antérieure ou autre piochent des choses dedans tant mieux. Moi je reçois des super messages. Quel type de message justement?
justement? Bah souvent que les gens ça leur donne de la force parce que en fait c'est vrai que moi j'ai toujours dit des choses que les autres ont du mal à dire en fait et moi j'ai toujours appuyé là où ça fait mal parce qu'en fait ayant grandi beaucoup seul en termes de on va dire psychologique parce qu'il y avait des gens mais personne pour m'écouter ou pour me demander mon avis et du coup j'ai dû me faire moi-même mes réflexions et je suis toujours allé vraiment au plus profond là où ça fait le plus mal pour comprendre en fait d'où me venaient les différentes galères et du coup ouais je dis les choses. Alors parlons de Colette. Colette c'est ta maman. Ouais. Qui a un parcours atypique, particulier. Ouais, effectivement. Elle est problème psychiatrique. Bah pas elle directement, mais elle les a eu après ouais. Pas au départ. Elle tombe dans le crack. Ouais. Et elle part vivre en Martinique. Elle suit un de ses copains, un de ses petits copains ouais. Qui lui c'est lui qui l'entraîne dans la drogue et voilà c'est une jeune femme vulnérable qui est internée assez régulièrement. Bah non, après en fait, après ces épisodes-là, après justement les épisodes de drogue, mais elle est née d'une mère qui était déjà, elle est née dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Et c'est ça. Pour reprendre le début, ouais. Voilà, c'est elle est pas internée jusqu'à environ ses 22 ans. Juste après que on m'est séparé d'elle en fait. Et à partir du moment où on me sépare d'elle, elle c'est une jeune femme et forcément c'est une jeune femme isolée. Qui vient de La Rochelle, qui est à Paris, séparée de sa famille et qui se retrouve du coup face à tous ces problèmes, ces hommes qui profitent d'elle parce que c'est une très belle femme et qui vont lui arracher son enfant et d'autres qui vont l'entraîner vers la drogue et finalement elle va suivre un homme son petit copain de l'époque en Martinique. Alors ton enfance est rythmée avec ton père, dès que tu reviens à Paris, est rythmée de changements. On peut dire que t'as pas le temps de t'acclimater à un endroit puisque il enchaîne les conquêtes comme je le disais tout à l'heure et donc dès qu'il se prend la tête, dès qu'il s'embrouille avec madame, il change, il va à la conquête d'une autre femme pour essayer peut-être, le fait-il pour toi d'ailleurs? Est-ce qu'il l'a fait pour toi tout ça? Ah, enfin Christophe. Enfin on me dit cette question parce que c'est vrai que moi plus jeune j'étais souvent très dur avec lui en mode ouais il change de femme mais il faut voir aussi la situation. C'est un mec qui est sans papier. Alors je dis pas il fait pas tout pour avoir justement ses papiers. Il est porte-parole des sans-papiers de Saint-Bernard, ce qui est pas rien à l'époque. 97 je crois. 96 il va voir Lionel Jospin à Matignon. Il est c'est quelqu'un qui fait vraiment des choses, mais en interne il est pas c'est pas un père modèle à la maison. Et du coup il a aussi toute cette facilité à pouvoir avoir des conquêtes qui lui offrent tellement de confort que c'est vrai qu'il se remet pas forcément en question et puis après il m'a dans les pattes et il veut me garder avec lui et donc forcément parfois il le fait aussi pour moi, parfois il reste avec certaines femmes pour moi pour pas que j'ai à bouger et donc c'est difficile pour lui parce que il a pas de papier, il peut pas du coup avoir un boulot rémunéré en tout cas salarié et puis de l'autre côté du coup il peut pas faire des demandes de logement ou même louer un appartement même s'il avait de l'argent donc il a quand même certains facteurs qui jouent en sa défaveur. Oui, alors justement ces conquêtes qui s'enchaînent, il y en a quelques-unes avec qui tu t'entendais pas et puis des quartiers dans lesquels tu te retrouvais aussi que tu te sentais pas trop à l'aise. Je crois que le meilleur moment c'est Saint-Denis, c'est ça? Non, franchement au départ en fait tous les quartiers je me sentais pas à l'aise parce que au début j'arrive, moi je suis comme on dit à la base, je suis un blédard, je parle pas français, je parle le lingala, j'ai 6 ans. Et ton père t'interdit de le parler mon père quand tu reviens en France. Non, lui il veut même pas s'intégrer, il veut m'assimiler. Ouais. Donc c'est à coup de patate que il m'interdit de parler en lingala donc j'arrive dans un premier quartier Paris, je
me sens pas bien. Après, on m'envoie à Saint-Denis. Au début, je me sens pas bien parce que je me suis habitué à Paris 15e, et puis ensuite on me change encore de quartier, je me sens pas bien. On va parler, on s'arrête à Saint-Denis parce qu'il y a une prof qui a été exceptionnelle à Saint-Denis. Ouais. Il y avait des arriérés de factures concernant les repas de la cantine. Ouais. Donc tu ne pouvais plus y aller, et donc l'heure du midi, tu t'allais faire un petit tour, des fois jouer au foot, etc. Et t'as cette prof qui a remarqué ce petit manège et qui est venue te voir et qui t'a demandé ce que tu faisais. Et donc t'as pas voulu lui dire ce pourquoi tu n'allais pas manger à la cantine. Non, elle a vite compris et elle t'apportait donc des sandwichs, parfois même des plats cuisinés, cette prof. Ouais. Ouais, j'ai plus son nom, et franchement je la remercie, et si elle a la chance, et si j'ai la chance moi que ma voix atteigne ses oreilles, je la remercie beaucoup, parce que c'était une personne qui avait cramé, que je tournais assez régulièrement autour de l'école, et j'arrivais trop tôt par rapport à l'heure de l'entrée pour la cantine, et en fait jusqu'à comme tu dis, jusqu'à ce qu'elle me pose cette question, et elle a su le faire avec tact, parce que c'est vrai que je reste ce petit blédard où on raconte pas nos problèmes au départ et on dit rien, et on assume, et puis tant pis, et en fait elle m'a offert vraiment la nourriture pendant un moment, jusqu'à ce que c'était une jeune prof, rebeu, tu vois, et elle avait pas non plus des mille et des cents, et donc et puis c'était pas de sa responsabilité, tu vois, elle est prof, elle est pas assistante sociale. Et jusqu'au jour où ton père, effectivement, et là ça a été quand même particulièrement dur quand même, partir de Saint-Denis. Poloa, prépare tes bagages, on s'en va. Ouais, alors là, encore une fois, franchement, j'avais réussi enfin, encore une fois, à dompter les gens là-bas, me faire des potes. J'étais devenu une petite mascotte, encore une fois, parce que j'étais le gars qui restait le plus tard, en fait, après l'école. J'allais jouer au foot avec les mecs de mon âge, donc qui avaient primaire. Puis ensuite, à partir de 18h, je jouais avec ceux qui étaient au collège, parce que les primaires, ils rentraient chez eux. Et puis à partir de 20h, je commençais à jouer avec quand tous les collégiens sont appelés pour aller manger. Là, je joue avec les lycéens qui mangent en 2-4-6 et qui redescendent juste après. Et après 21h, je joue avec les grands de chez grands, ceux qui ont plus de 20 ans, ouais, et qui traînent au quartier. Et moi, ils me voient là, et du coup, ça devient mes grands frères, quoi. Sans raconter le livre, parce que évidemment on invite des gens à le lire. D'abord, La rage de vivre aux éditions Face Cachée. C'est rythmé comme ça tout au long de ton enfance, donc effectivement de maison en maison, de femmes en femmes, les conquêtes de ton père, et parfois même des demi-frères, des demi-sœurs, ce qu'on peut appeler des demi-frères, demi-sœurs, même si tant est qu'ils ne le soient pas, parce que c'est souvent des frères et des sœurs comme ça, de circonstances, on va dire. Mais ce départ, le premier voyage en Martinique, il a été quand même important. Ouais. Très très important, parce que tu pars finalement connaître ta mère. Ouais, c'est ça. Et la première fois que j'arrive, à peine j'arrive sur la Martinique, je tourne la tête, et la première personne sur qui je tombe, dans les yeux dans les yeux, comme disent certains, c'était ma mère. Et là, et j'ai su que c'était elle, et elle savait que c'était moi, et on s'est suivi du regard jusqu'à ce que j'arrive près d'elle. On s'est suivi vraiment du regard. On savait l'un comme l'autre que voilà. Et là, t'as fait connaissance avec une nouvelle famille. Et j'ai fait connaissance avec sa famille, une nouvelle famille, et je devais avoir 11 ans. Et donc c'était pour des vacances la première fois, et puis après je reviens quelques temps après pour vivre avec elle, et en fait j'apprends que j'ai 3 petits frères. Quand j'arrive, j'ai 3 petits frères. Elle a eu 3 autres enfants, dont Johan, qui est le dernier qu'elle a gardé, parce que justement après être arrivée en Martinique et avoir découvert la drogue, elle est souvent internée en psychiatrie, et donc l'État lui retire ses enfants, ou par elle et ses choix, et finalement elle arrive à rencontrer quelqu'un qui va sortir Johan de ce qu'on appelait avant la DAS, et qui va se mettre avec elle, et donc elle aura Johan avec elle. Alors c'est vrai que cette envie de vouloir partir en Martinique de manière définitive,
bah ça n'a pas été définitif parce que t'es revenu assez vite finalement. Ah, je me suis fait tellement d'illusions sur ce que devait être une mère et ce qu'était une mère, que ça a été très dur en fait, le fait que elle a vécu des gros troubles et moi j'étais comme un gamin, j'étais un gamin donc je pouvais pas les comprendre, et en même temps il y avait la situation là-bas aussi, là-bas moi je représentais l'Africain qui a vendu ses frères en Martinique, je représentais le métropolitain parce que j'ai pas d'accent et puis aussi parce que ma mère est métropolitaine et de La Rochelle, qui les a mis en esclavagisme, donc en fait en plus de La Rochelle ouais, en plus à La Rochelle, tu vois. Ouais, donc j'étais vraiment, en plus c'est vrai, j'étais dans mon sang coule des négriers et du coup j'étais vraiment un négropolitain comme il disait, ouais. et donc ils m'ont rejeté de fou en mode on va te casser la gueule quoi. Et il y a quand même eu l'homme qui vivait avec ta mère, qui a eu un rôle important, qui a essayé en tout cas que ça se passe le mieux possible pour toi, qui même d'ailleurs en pleine crise, lorsque ta mère est en pleine crise, te prend dans sa voiture, t'emmène. Il m'emmène pêcher. Ouais. Il m'emmène pêcher et c'est génial, c'est génial. Ouais, papa Paul, je l'appelle toujours comme ça. C'était vraiment, c'est lui qui sort ma mère de l'hôpital, il sort Johan de la DAS, et en même temps il dit à ma mère, oui, fais venir ton fils aîné, et en fait quand il voit la situation, il essaye de me sortir. Pêcher le mercredi, je peux pas rester rien que en tête à tête avec elle, donc je vais chez lui, il est mécanicien, et c'est un blanc, mais sa mère est martiniquaise, claire, noire de peau, mais plutôt clair, donc avec du sang d'esclave. Donc lui il est sorti tout blanc, c'est tout l'inverse de moi, mais du coup il est encore plus antillais que les noirs martiniquais, tellement il veut on lui renvoie pas du coup son identité noire de fils de descendants d'esclaves. Bolawa Sabourin est avec nous sur France Maghreb 2, auteur du livre La rage de vivre aux éditions Face Cachée. On est de retour dans un instant, juste après la pub, pour continuer à évoquer les grandes lignes de ce livre, mais vraiment lisez-le parce que c'est le parcours typique d'un enfant pas comme les autres, on peut le dire ici ainsi. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec la suite de notre entretien. Il s'appelle Bolawa Sabourin sur France Maghreb 2, invité, auteur du livre La rage de vivre aux éditions Face Cachée sur France Maghreb 2 avec Nassim Lachlache et Hanan Zawani. On parlait donc un petit peu brièvement de ce livre que l'on invite vraiment à lire auprès de nos auditrices et de nos auditeurs. Le parcours, est-ce que je peux dire franchement que c'est le parcours d'un enfant pas comme les autres, Bolawa? J'ai un peu du mal avec tous ces super. Pourquoi je dis ça? Parce que un enfant, la plupart du temps, on va dire, né au sein d'une famille, aux côtés d'un papa, d'une maman. Bon, c'est vrai que souvent maintenant aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui, parfois avec une maman seule ou un papa seul. De maman, de papa aussi. De maman, de papa, ça c'est un peu plus tendance, c'est autre chose. Ouais, mais ça existe. Ça existe, bien sûr, bien sûr. Mais toi, Bolawa, t'as eu finalement, j'allais pas dire ni l'un ni l'autre, mais t'as eu un papa absent, mais qui s'est occupé de toi à sa manière. Exactement. En te mettant dans les mains de ses conquêtes, qui ont été d'ailleurs quelques-unes d'entre elles de très bonnes belles-mères. Exactement. Et puis alors une maman où là c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on en est arrivé à la Martinique où tu décides d'y aller et puis ça se passe mal, tu découvres finalement le vrai visage de cette mère que tu ne connaissais pas et que tu découvres, tu apprends à découvrir, et j'ai l'impression que finalement à ton âge tu as du mal à assumer tout ça et que trop c'est trop, tu peux pas, donc tu retournes à Paris. Et là j'ai envie de dire que la transition de la Martinique à Paris a été difficile parce que ça a été ponctué quand même d'échecs, on peut parler d'échecs scolaires, de quelqu'un qui se cherche, qui se trouve parfois, mais qui a du mal en tout cas à exister, ou en tout cas à se faire parfois même respecter.
Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'en lisant ce livre, tout au long de ton enfance, tu as cherché à être celui qui est devant, qui essaie de se faire une place parce que tu arrives, comme tu le dis, je crois à un moment, avec un double handicap. Tu es noir, voilà. Et parfois, ça passe mal selon les endroits où tu allais d'ailleurs, 14e ou ailleurs. Mais tu cherches toujours à être devant, à te faire une place. C'est un peu. Est-ce que j'ai bien saisi un petit peu le. Ouais, en grande partie, parce que je viens de tellement loin et en fait, je viens de tellement loin que la vie m'écrase, que mes parents m'écrasent, et donc du coup, en fait, soit je suis au devant et le juste milieu chez moi il n'existe pas. T'as vu en fait, je suis à tel endroit et d'un coup on me dit tu vois, on passe de Saint-Denis au 5e arrondissement quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, la transition est difficile. Tu vois, la transition elle est hard. On passe du 15e ou à Saint-Denis, tu vois. À chaque fois on passe d'extrême à extrême. Donc du coup, bon en tant qu'à faire, autant être au devant de l'extrême, tu vois, dans l'extrême positif. Donc ouais, il nous reste 10 minutes, Paul, donc il faut qu'on aille vite. Il y a cette période importante parce que à un moment on peut le dire, tu étais SDF, tu vivais dans la rue. Ouais. Et puis tu rencontres l'amour. Ah, l'amour. T'avais 22 ans, je crois. Non, là tu confonds. Quoi, là, dès qu'on parle d'amour, ça bug là. Franchement, j'en ai très peu parlé dans le livre. C'est un truc. Tu dis ça, tranquille. Non, tu rencontres l'amour, tu dis j'en ai très peu parlé dans le livre, mais n'empêche qu'elle t'a marqué. Ouais, parce que déjà aussi parce que mon co-auteur Bala Fofana, avec qui j'ai écrit sur l'IB, il me dit ouais Balewa, quand même on parle de tes engagements, de tes combats et tout, mais genre Zama, il y a jamais eu une femme, un truc, un machin, et t'es là, tu donc t'en as trouvé une parmi. Mais t'as quand même vécu plus d'1 an chez elle. Ah non, c'était chez moi, c'était mon premier chez moi, et en fait non, elle vivait chez ses parents et elle venait de temps en temps. Donc t'as vécu 1 an quoi. Et ouais, c'était mon parce que tu sais quand tu grandis sans mère, tu sais souvent franchement regarde les tu dis d'ailleurs avoir trouvé une espèce de stabilité quand t'as rencontré l'amour. Ouais, et ça a été la seule fois d'ailleurs que je suis resté aussi longtemps avec une femme, t'imagines. Ouais. Et parce que regarde un serial killer, demande-lui quelle est la relation avec sa mère et tu verras que en fait c'est souvent le problème vient de la relation avec la mère. Ça veut dire que t'aurais pu devenir serial killer? Ouais, j'aurais pu, ouais. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que quand t'as des soucis avec ta mère, surtout nous les petits garçons comme ça, c'est difficile après les relations avec les femmes. Donc moi, et la rue alors compliqué. Est-ce qu'on en parle de la rue? Ouais, la rue, ça c'est plus facile. La rue, ouais, la rue, c'était, j'avais pas le choix. Quand je suis parti de chez la dernière belle-mère, j'étais en errance, je traînais à gauche à droite, et puis au final, on a marre de raconter des cracks aux potes, et on allait dormir, on allait dormir tu voulais jamais dire à tes potes, à tes amis ce que tu vivais? Non, parce qu'il y a toujours tu racontais beaucoup de bobards, hein. Ouais, j'ai une question par rapport à ça, parce que on te découvre là au fil des questions qui te sont posées. Effectivement, ça reste quand même un récit qui est intime. Et en tant que fille, je me pose la question. Peut-être que les auditeurs également se posent la question. Les enfants qui ont eu des parcours difficiles, instables, des écorchés vifs. Comment est-ce qu'on arrive à garder le contact avec, en tout cas la tendresse que tu as décrit au démarrage avec un papa qui a fait comme il a pu, il n'y a pas de colère, lui aussi. Une deuxième question, comment est-ce qu'il a accueilli ton récit? Lui il a très mal accueilli mon récit. T'en as voulu? Non, de toute façon ça faisait, en fait pendant 10 ans on s'est pas parlé. Donc, d'accord. En fait, moi, pour un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai coupé les ponts, j'ai dit, vous savez quoi, vous m'avez fatigué, maintenant il faut que je construise ma vie. Et donc j'ai arrêté de leur parler à la mort de Johan. J'en pouvais plus, c'était trop, c'est trop. C'était un choc, la mort de Johan. Et la mort de Johan, ça a été mon choc. C'était il y a 10 ans pile, ça a été vraiment ce qui m'a transformé. C'était soit je mourais, soit je faisais de ma vie un feu d'artifice, quelque chose qui explose. Parce que c'était trop. Tu pars en Martinique d'ailleurs avec cette envie de mourir. Ouais. Quand on t'annonce, ta mère t'annonce que Johan est mort. Ouais. Et tu le prends mal parce que tu te dis c'est encore un coup qu'elle me porte.
Ben ouais, parce que j'étais en lien avec lui et en fait il y avait aussi ce sentiment d'échec du fait tu vois d'avoir du fils aîné, tu vois, du grand frère qui a pas réussi à sauver son petit frère, alors je savais que s'il restait trop longtemps avec elle, il allait lui arriver des galères et la plus grande des galères, c'est de mourir. Alors Nassim, je pense que si tu as des questions et en ça tu vas être intéressant parce que là on va passer, on va largement avancer dans le livre pour arriver à ce que tu es aujourd'hui, Boléwa, hein, quelqu'un qui est très important et qui a, je peux le dire, réussi. Tu as réussi, Boléwa, à réunir toutes ces têtes pensantes, tous ces gens engagés autour d'un projet ou de plusieurs projets d'ailleurs. C'est assez incroyable d'ailleurs quand on voit ton parcours qu'aujourd'hui tu es comme d'habitude, en fait, comme tu as toujours été à la tête de plusieurs projets, avec notamment des jeunes socialistes, hein, dont tu as fait partie. Tu as fait la campagne de Hollande en 2012. Oui. Nassim, je te laisse prendre le relais là-dessus. Oui, parce qu'en fait c'est intéressant aussi d'avancer, d'arriver à cette partie qui est une autre partie de la face cachée de Boléwa, sans mauvais jeu de mots. Oui. Donc j'ai connu un Boléwa parce on peut voir à travers l'ouvrage qu'il y a aussi plusieurs Boléwa, et je pense que ce qui peut faire la particularité aussi de ce livre, c'est en tout cas c'est comme ça que je le ressens et que je le vis, c'est qu'il est très difficile de s'identifier. Contrairement à d'autres ouvrages qu'on a pu lire, je pense à plein d'ouvrages dans ma tête, mais on peut penser par exemple à celui de Lettre à Adama, donc d'Assa Traoré, qui est dans un combat bien particulier, mais auquel on peut s'identifier en tant que famille, on peut s'identifier en tant que jeune, etc. C'est quelque chose qui est commun. Là, on arrive dans quelque chose où c'est pas commun que son père nous prenne et nous emmène dans notre pays d'origine. C'est pas commun que d'avoir toute cette d'enchaîner autant de tuiles aussi, d'enchaîner autant de galères. C'est quand même un peu incroyable. C'est un peu un Pierre Richard. Boléwa, c'est un petit peu un Pierre Richard dans cette histoire. Et ce titre, La rage de vivre, qui arrive à la finalité. Alors bon, aujourd'hui c'est encore t'es dans la force de l'âge, on n'est pas du tout la finalité, mais la finalité du combat, j'espère qu'on aura quand même le temps d'aborder ça, le combat qu'aujourd'hui mène Boléwa. Et j'aimerais juste faire un parallèle entre un ouvrage que j'ai déjà lu. Alors c'est peut-être que il y en a qui vont rigoler, mais c'est un parallèle que je fais avec La vie devant soi de Romain Gary, qui est un grand auteur en plus, hein. C'est un grand auteur qui avait, pour info, qui a eu deux noms en fait, Émile Ajar et Romain Gary, qui a gagné 2 fois un prix littéraire qui est impossible de gagner 2 fois. Donc il a gagné sous 2 noms, sous 2 appellations. Bref, on y reviendra, mais qui compte la vie d'un enfant avec sa maman, etc. Enfin c'est très compliqué, une vie très compliquée dans Paris, mais qui raconte cette vie sur Paris. Il va se lier d'amitié avec une femme déportée. Alors il n'y a pas de lien direct avec l'histoire de Boléwa, mais je veux dire émotionnellement parlant, c'est là où je veux en venir, émotionnellement parlant. Et moi je fais quand même une comparaison entre ces deux ouvrages, et j'invite tout le monde aussi à comparer et à lire un petit peu, d'essayer de trouver ce que j'y mets derrière ça. Alors moi ma question, la première, c'était juste avant d'arriver à l'engagement, mais c'est quand même de parler comme ton co-auteur Bala Fofana. C'est quelqu'un qui on n'a pas vraiment l'occasion d'en parler parce que ton nom est en gros, et du coup ça peut donner l'impression qu'il y a une volonté de l'écraser. Or pour avoir été, non mais pas de ta part, mais en tout cas de comment les choses sont présentées. Or lorsque je suis venu à la on va dire l'avant-première entre guillemets, on t'a entendu longuement quand même en parler et le remercier. Donc si tu peux nous dire un mot. Effectivement, après c'est parce que c'est mon histoire, donc c'est vrai que on a tendance à zapper son nom, mais moi je le remets tout le temps parce que là c'est grâce à lui que ce livre a cette forme là, parce que moi j'en avais fait quelque chose de autre et lui il a su donner vraiment quelque chose de beaucoup plus cohérent et beaucoup plus puissant que ce que moi j'avais fait tout seul. Donc c'est vraiment donc ouais, non, là c'est un journaliste, il faut reconstituer. Bala Fofana, c'est un journaliste qui est passé par le Bondi Blog, qui vient d'Orly par là et tout, et qui est le seul journaliste aujourd'hui noir chez Libération, et qui écrit magnifiquement bien, et c'est un pote, c'est un frère, c'est vraiment on s'est vraiment découvert pendant ces 2 ans où on a travaillé ensemble, où on faisait des entretiens, et du coup il m'écoutait raconter ses entretiens, et lui il retravaillait après derrière, et il retranscrivait quasiment mot pour mot
comment je le disais, mais en même temps il rajoutait sa patte à lui et il avait cette sensibilité de pouvoir me raconter comme si c'était lui, et ça c'était vraiment ouf, et non, c'est vraiment un génie, et moi j'ai toujours, et Nassim il le sait, j'ai toujours essayé de monter en équipe en fait. Depuis qu'on s'est rencontrés, j'ai toujours essayé d'être avec mes frérots, et en fait il y a pas de concurrence, tu vois. On est deux hommes noirs qui écrivons un livre sur un homme noir, et on est édité par une fille franco-algérienne ou d'origine algérienne, on dit comme on veut, qui a monté sa propre maison d'édition, et elle a 30 ans quoi. Donc c'était vraiment pour moi important de taffer avec Bala et de monter ensemble et d'aller défendre ce truc ensemble, face à, quand on pense pas que nous on peut écrire des livres, et que surtout nos vies ont de l'importance. Alors le Boléwa militant engagé, Nassim, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des collectifs, on le doit à Boléwa aujourd'hui? Oui, je peux répondre. Je peux répondre à la place de Boléwa, Sabourin. Donc l'idée c'est pas d'inviter quelqu'un et de jeter des fleurs à cette personne-là, loin de là, mais c'est de voir aussi des réalités, des faits, et donc Boléwa, mais je pense que c'est mieux que lui nous en parle. Et donc Boléwa, on est arrivé dans ton parcours au MJS, la période, donc là c'est très récent. Le mouvement jeune socialiste. Le mouvement des jeunes socialistes, c'est très récent dans ton histoire, in fine, et c'est tout le reste qui a construit. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on voit que la vie entre guillemets t'a tant pris, mais tu as tant voulu donner quand même par ailleurs. C'est quand même assez c'est assez paradoxal, mais la réalité est là, et ça a mené notamment entre autres, mais à cette belle aventure qui a été la création de Cité en Mouvement, où justement, comme tu le disais à l'instant, l'idée était de monter justement en équipe et sans concurrence aucune, et de créer réellement des leaders avec une méthode qui était bien particulière du community organizing, et voilà. Mais il y a, en termes de collectif, je pense surtout au collectif Stop le contrôle aux faciès, où dont tu es le... moi je considère que tu es l'un des cofondateurs. Après oui, non, mais toi Nassim aujourd'hui, dont je suis le porte-parole aujourd'hui. Voilà, non mais dis-le. Effectivement, voilà. mais tout ça justement, c'est grâce à cette rencontre justement avec Boléwa, qui a fait que, donc on s'est rencontrés, c'était à Strasbourg, il me semble, à Strasbourg. Donc justement pendant la campagne d'Hollande, où j'avais été invité à intervenir, pas en tant que socialiste, mais justement parce que je n'étais pas socialiste, sur l'engagement, tout simplement, l'engagement des jeunes. Et on s'était rencontrés là, et pour la petite histoire, j'ai vu qu'il était d'origine algérienne, et j'ai envoyé un de mes frérots qui était aussi chez les jeunes socialistes, et je l'ai envoyé en mode tiens, entre Algériens, joue la carte communautaire et va nous le chercher, tu vois. Et du coup Mohamed, je rends honneur, vraiment c'est mon frère, il est allé voir Nassim, et après on s'était vu, je me rappelle, à Nation, on s'était rencontrés dans un Nassim quick est revenu avec nous, et c'était voilà. Et donc il y avait si je peux citer quand même certaines personnes, parce qu'aujourd'hui il y a des personnalités qui ont pris d'autres chemins, certes, mais on a quand même Damso, qui est connu sous le nom de Damso, donc on restera sur Damso, d'RTT Prod, donc dans le 17e. On a l'association Anour, et avec Driss et Bokarnian, qui était d'Europe Écologie Les Verts, moi-même. On avait Sonia, qui était d'Ivry, on avait Sabina, qui était de Vitry, Elzareh, qui a été porte-parole du CCIF, on avait Ousmane Timera et Ousmane Tirera. Donc les deux, pour les auditeurs qui connaissent, donc il y en a un qui a fait une radio, et donc qui, si mes informations sont bonnes, a quitté et Slimane, pardon, excuse-moi, oui, Slimane, autant pour moi, Slimane Tirera et Ousmane Timera. Ousmane qui continue et qui est aussi invité sur cette radio là. Oui. Voilà, je veux pas en oublier, mais en gros, toutes ces personnes là ont été réunies au sein d'un même collectif qui était Cité en Mouvement, et on le doit à Boléwa, et qui ont participé à une même aventure, et à la construction aussi, à l'identité du collectif Stop au contrôle aux faciès, qui a été sous cette forme. Alors c'était pas le premier à dénoncer les contrôles aux faciès, c'était pas le premier à dénoncer les violences policières, loin de là, et on rend hommage à tous ceux qui ont travaillé avant, mais en tout cas sous cette forme là, avec cette méthode, et aussi en utilisant les outils
qu'on a actuellement, c'est-à-dire les réseaux sociaux, l'internet, les opérations coup de poing, etc. C'était l'une des premières formes. Donc on rend hommage au passage à la brigade anti-négrophobie, les Indivisibles aussi à l'époque de Rokhaya Diallo et après bien d'autres derrière, et Urgence notre police assassine aussi d'Amal Bentounsi. Voilà. Alors Bolewa, pour finir, parce que le temps passe malheureusement très vite. Il faut parler de son combat. Oui, ton combat. On parle de ton combat. Parce qu'en fait, là, on a parlé trop de ma vie, franchement. Ah bah oui, mais attends, excuse-moi, c'est toi qui as fait un livre sur toi. Hein. Mais j'ai fait. Si tu voulais qu'on parle d'autre chose, c'était pour qu'on le lise le livre. Ouais, c'était pour le lire. Non, je rigole. Non, mais globalement, en fait, j'ai sorti ce livre pour qu'on voit aussi la cohérence de là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille sur la question des violences sexuelles faites aux femmes. D'accord. Et notamment. T'as un combat de Marlène Schiappa? Non, plutôt du docteur Denis Mukwege, mais peut-être aussi de Marlène Schiappa. Prix Nobel. Et en fait, j'ai rencontré docteur Denis Mukwege, qui est maintenant prix Nobel de la paix, depuis là vendredi en 2016, et là est né le projet Recréation, qui a pour but de travailler sur la question de la danse comme outil thérapeutique. Et on est parti au Congo travailler avec les femmes que lui répare chirurgicalement, qui sont victimes du viol comme arme de guerre. Et on est revenu pour développer vraiment un modèle de cothérapie entre la danse et la psychothérapie, pour être utile en fait à des femmes au Congo, mais pas que, ailleurs aussi, là où l'homme qui répare les femmes. Voilà, les viols comme arme de guerre. Nous, je fais de l'accompagnement psychologique et à travers ces méthodes, et le livre avait pour objectif du coup de me donner de la visibilité pour parler de ces combats-là, et aujourd'hui je suis content qu'on en parle, et je suis content que le docteur soit enfin prix Nobel de la paix. Ma toute dernière question, Bolewa. Quelles sont les nouvelles de ton père et de ta mère? Bah écoute, ça va bien. J'ai dit à mon père, après 10 ans où on s'est pas parlé, je lui ai dit t'inquiète, je t'aime, tu peux être vénère. Il voulait presque porter plainte pour le livre. Donc je lui ai dit bon, c'est pas grave, fais-le. Mais voilà. Je trouve ça très courageux. En toute sincérité, c'est ça qui m'interpelle le plus. Le courage. Non, il faut du courage pour dire les choses, surtout quand on sait derrière que ça peut toucher les parents. Non, je trouve ça très courageux. Voilà, c'est comme ça. Il faut qu'on avance ensemble, et voilà. Et puis ma mère, on essaie de reconstruire une relation depuis qu'on s'est retrouvés en avril dernier, il y a quelques mois, 6 mois à peu près. Et Paul, t'as des nouvelles? Non, malheureusement, je l'ai cherché, mais j'ai pas réussi à le trouver. Et elle va mieux, ta maman? Ma maman va beaucoup mieux. Malheureusement, elle a juste des soucis encore un peu de financiers, et voilà. Mais sinon, elle va beaucoup mieux, et je suis très content qu'on crée enfin une relation ensemble. Et ton papa enchaîne toujours les conquêtes, ou il s'est calmé depuis que tu t'es pris en main? Bah là, ça fait 10 ans que je l'ai pas. On n'a pas échangé. Je t'ai dit, on s'est eu au téléphone il y a 2 semaines pour la première fois, donc en 10 ans. Donc c'est tout frais. Donc je t'ai dit, j'en sais rien, et bon, s'il le fait, tant mieux, hein, qu'il reste en forme. Mais il habite en Uruguay en fait maintenant. Il est parti vivre en Uruguay. T'as peut-être d'autres frères et sœurs d'ailleurs. Inch'Allah. Et ça signifie qu'il a lu ton livre du coup, s'il te le reproche? Non, il a vu en fait des vidéos sur les réseaux sociaux qu'on lui a envoyées, et du coup voilà, c'est arrivé à ses oreilles. En tout cas, il faut le lire. Si vous voulez comprendre un petit peu tout ce qui a été dit autour de cette émission, achetez bien sûr. Le livre s'appelle La rage de vivre, aux éditions Face Cachée. Je voudrais remercier Wafa quand même, Wafa Mamèche et Bala Fofana. Wafa qui est l'éditrice de Face Cachée, et Bala Fofana qui est mon co-auteur, et Nabil qui travaille chez Face Cachée, qui sont vraiment mes gars sûrs et mes go sûrs. Merci Bolewa, et bonne chance pour la suite. Merci d'être venu, vraiment un livre que j'ai aimé et apprécié lire. Et on va le lire. Voilà, et bien n'hésitez pas, en tout cas achetez-le, La rage de vivre. Voilà, et pour le coup il porte vraiment bien son titre. Anan, on reçoit qui dans un instant? On reçoit Idriss Niang de l'association Agir Ensemble. Et on va parler d'auto-école. Nassim, t'as ton permis ou pas? Oui, tout va bien, c'est bon. À tout de suite. T'as fait le plein, la vidange, tout va bien, à tout de suite. Ah oui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Nassim Lachlache, Anan Zawani, et Anan justement qui a un invité qu'elle nous présente. Tout à fait, alors je démarre cette semaine avec une nouvelle chronique qui s'appelle Mon asso inspirante, et cher Idriss Niang, donc c'est toi qui l'ouvre avec moi. Donc Idriss Niang est président de l'association Agir Ensemble, pardon. Il est originaire de Drancy, et donc lui et son association sont à l'initiative
associative de plusieurs projets, donc de l'accompagnement à la scolarité, de la formation au métier de l'animation, sensibilisation à la sécurité routière, solidité internationale et promotion du sport féminin dans les quartiers. Donc à noter, tu es décoré de la médaille de la ville de Drancy en 2017, je viens de le découvrir. Donc juste Idriss, revenir sur ton parcours et ton engagement associatif en quelques minutes et nous présenter ton nouveau projet. À toi la parole, Idriss. Ok, merci. Bon, bonsoir à tous, bonsoir Anan. Bonsoir Idriss. Je m'appelle Idriss Niang, je suis président de l'association Agir Ensemble à Drancy en Seine-Saint-Denis. Donc c'est une association qu'on a créée le 20 janvier 2009 afin d'accompagner les publics en situation de fragilité sociale ou professionnelle. Bon, moi je vais faire un petit point sur mon parcours. Moi je suis titulaire d'une licence en sciences de l'éducation que j'ai obtenue à l'université de Paris 13, donc Villetaneuse, un master, enfin une maîtrise en FIS, donc c'est l'éducation, formation, l'intervention sociale, et un master 2 en politique sociale, territoire et stratégie de direction. Du coup c'est vraiment tout ce qui se passe dans mon association. On a décidé de la créer suite à un engagement associatif. C'était avec il y avait un dispositif intitulé Envie d'agir, donc qui permettait aux jeunes de Seine-Saint-Denis, etc., de réaliser différentes actions. Donc c'est comme ça que je me suis lancé. Moi j'ai été lauréat Envie d'agir en décembre 2008, pardon, et par la suite on a créé cette association le 20 janvier 2009. Moi à l'époque j'étais à l'école. Donc dans un premier temps, la première action qu'on a mis en place c'était le BAFA. Donc c'est le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur. Ça permet aux jeunes d'exercer dans les métiers de l'animation. En 2014 on a mis en place un accompagnement à la scolarité afin de réduire les écarts et les inégalités qu'il y avait entre les enfants qui bénéficiaient d'un accompagnement et ceux qui ne bénéficiaient pas d'un accompagnement à la maison. Donc de cet agrément, de ce dispositif, on a un agrément classe, donc c'est le contrat local d'accompagnement à la scolarité. On est aussi dans la promotion du sport féminin dans les quartiers. En l'occurrence, on travaille avec la Fondation de France et on travaille sur le volet solidarité internationale et le permis de conduire. Donc là, oui, vas-y, termine. Le permis de conduire, excuse-moi. Quand on est engagé comme ça, bon, je pense que là, vous avez vu, je connais tous mes projets par cœur. Alors Idriss, justement, pourquoi je t'ai invité justement en tant qu'asso inspirante, c'est que justement derrière, on a une personnalité qui est la tienne, mais je suppose que t'es pas tout seul. Et surtout, on a une association qui est structurée, qui bénéficie peut-être de moyens. Donc peut-être à nos auditeurs qui ont déjà une association ou à ceux qui cherchent à créer une association, peut-être leur expliquer comment est-ce que tu as réussi justement à faire émerger ces différents projets. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, cher Christophe, c'est que Idriss, il a fait la tournée des médias, il est appelé pour prendre la parole en ce qui concerne les problématiques des quartiers populaires, donc depuis 2009, donc en pratiquement 10 ans, il y avait un gros chemin de parcouru. Voilà. Alors moi, le premier conseil que je peux donner à toute personne qui souhaite se lancer en association, c'est de ne pas dépendre d'une ville. En fait, si vous dépendez d'une ville, à un moment, vous allez être confronté peut-être à des moments, vous allez avoir peut-être une municipalité qui va changer de bord politique. Comment ça se passe avec Drancy justement ? Nous, ça se passe très bien. D'accord. Donc je touche du bois. Nous, c'est vraiment, ça se passe vraiment très bien. Après, il y a t'es leur champion un petit peu quand même, on peut dire ça. Sincèrement. Je fais de belles choses. Lauréat de la ville de Drancy, c'est pas rien. Lauréat de la ville de Drancy, ce n'est pas rien, mais comme je disais dernièrement à d'autres acteurs associatifs, c'est qu'il ne faut pas rester que chez soi. Parce qu'à un moment, si on reste que chez soi, on va perdre cette humilité. Alors que quand, moi je fais le tour de l'Île-de-France, etc., que ce soit dans le 92, dans le 93, 94, et même des fois dans la cité à côté de la mienne, je vois des gens qui font au moins aussi bien que moi, et des fois ils sont plus jeunes que moi, donc sincèrement tout ce que je fais, il y a du mérite, mais je vois ça assez régulièrement. Donc ton conseil en réalité c'est d'être indépendant. J'entends bien. Moi je pense que vaut mieux être indépendant, parce que si on est indépendant, forcément on dépend de personne, et il y a personne qui peut vraiment nous couper en cours de route, etc. Moi toute l'année on répond à des appels à projets, donc ça peut être le département, la région, les fondations, et c'est ce qui nous permet entre guillemets de faire vivre nos actions. Des subventions pour subventionner justement. Exactement, pour réaliser nos différentes actions. Justement ton dernier projet, l'auto-école associative, on a une inauguration mercredi. Qu'est-ce que c'est ? Et surtout, quel est l'objectif ? Comment ça va grandir ? Voilà, l'objectif c'est quoi ? C'est encore et toujours de former nos jeunes. Nous on avait commencé en 2012, mais on faisait des partenariats avec des auto-écoles, donc des auto-écoles classiques. On trouvait des mécénats, comme ça on permettait à nos jeunes de passer cette formation du permis de conduire qui s'avère vraiment
très utile dans le marché du travail actuellement. Donc nous, ces jeunes-là, on leur donner la possibilité de passer le permis à 150 €, vraiment le code et la conduite, mais en contrepartie, une fois qu'ils obtiennent leur code, ils doivent effectuer une sensibilisation sur les dangers de la route, donc pour la SSR1 à SSR2. Donc nos jeunes, ils font ambassadeurs de la sécurité routière et ça rentre dans les programmes des collégiens. Voilà. Alors comment ça va? Parce qu'aujourd'hui, ça va se lancer sur Drancy, c'est l'inauguration. Voilà. Quel est l'objectif au niveau de la région? Voilà, l'inauguration, ça va être, nous on va commencer par Drancy, mais nous déjà ça fait quelques temps qu'on travaille avec Drancy, Bobigny, différentes villes d'à côté, La Courneuve, Aubervilliers, puisqu'on a vraiment des associations qui, au fur et à mesure, on a noué de très bons liens, on travaille beaucoup avec elles. Et là, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de former sur une année scolaire, on va dire, enfin une année civile, parce qu'on va commencer en janvier, de former 100 jeunes sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et par la suite, on fera appel à la région, parce que ce même projet, nous, il a vocation à se développer sur toute la France, puisque les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, par exemple dans un quartier à Drancy ou à La Courneuve, on peut retrouver exactement les mêmes, par exemple à Évry ou à Marseille, etc. Et bon, voilà, nous les conditions pour faire partie de ton programme et être sélectionné? Être motivé. D'accord. Être sérieux. Et faire ses preuves, c'est tout. D'accord. C'est payant? C'est pas payant parce que tu parlais de 150 €? Bien évidemment, c'est 150 €, c'est payant, mais ça reste. Oui, donc c'est toujours le même prix, voilà, 150 €. Ouais, nous on va travailler vraiment pour que nous. Donc 20 jeunes cette année? Non, 100. 100 jeunes là, sur toute la région. Voilà, sur tout le département déjà de la Seine-Saint-Denis dans un premier temps. Ok, ton mot de la fin peut-être, tes contacts, ton réseau Facebook suivez nos actualités sur la page Agir Ensemble Drancy. Et puis merci à France Maghreb 2 pour cette invitation, bien évidemment. Avec grand plaisir. Christophe, peut-être une question pour clôturer? Merci beaucoup Driss, malheureusement on n'a pas le temps, parce qu'on doit rendre l'antenne. Mais en tout cas merci d'être venu et bon courage pour la suite. On voit qu'il y a de la ténacité, il y a de l'envie, il y a de l'engagement, donc c'est très bien, ça parle au LGF, donc ça parle à toute l'équipe. Merci beaucoup en tout cas Driss, à bientôt. Merci à vous. Nassim, oui. Merci. Merci à toi, cher merci Nassim. À vous. Merci Hanan. Merci à toi, cher Christophe. Une belle émission aujourd'hui, riche. Une belle découverte. Donc je vais lire le livre La rage de vivre. Oui. Et puis voilà. Absolument. Tu nous en diras 10 nouvelles. Là. Exactement. 10 nouvelles, absolument. 10 nouvelles, bien sûr. Demain, le retour de Hicham Terak, mes amis. Ah, oui. Ça faisait longtemps. Et apparemment, il va tenter quelque chose. Je sais pas de quoi il s'agit, j'ai très peur. Mais rendez-vous demain, si vous voulez le savoir. Entre 16h et 18h. Soyez et passez une excellente soirée à l'écoute de votre radio. N'oubliez pas d'ailleurs ce soir le lancement d'une émission sport sur France Maghreb 2 avec notre ami Nordine qui sera avec vous donc dès 20h sur France Maghreb 2. C'est tous les lundis apparemment. C'est Parlons Sport et c'est à 20h. À ne pas louper pour la première. Bonne soirée à tous. Merci d'écouter France Maghreb 2. Vous avez bien raison. Bon début de soirée à vous. Le rappel de l'actualité tout de suite avec Marine Garel. Bonne soirée et à demain si vous le voulez bien. Bonsoir à tous. 3 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'information judiciaire sur l'évasion de Redouane Faïd. Ces 3 nouvelles interpellations ont été faites à Creil, dans l'Oise, dans l'entourage proche de l'ancien braqueur. Les personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir fourni des armes aux commandos de l'évasion. Une journée de mobilisation interprofessionnelle dans toute la France demain contre la politique sociale du gouvernement à l'appel de la CGT, Force ouvrière, Solidaire, de l'UNEF et de l'UNEL. À Paris, le cortège partira à 14h en direction de la place d'Italie. Marine Le Pen s'est affichée aux côtés du dirigeant italien d'extrême droite et ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Lors d'une conférence de presse commune à Rome, les 2 leaders ont lancé leur campagne électorale pour les européennes de mai. Une ancienne caserne militaire de Marseille, occupée depuis plusieurs mois par des migrants et qui a hébergé jusqu'à 200 personnes, a été évacuée ce matin. Une centaine de migrants ont été emmenés en bus dans un gymnase du nord de la ville où ils doivent être mis à l'abri quelques jours selon la préfecture de police. La proposition va-t-elle satisfaire les pilotes? La direction d'Air France propose une hausse des salaires de 4% répartie sur 2018 et 2019. L'intersyndicale réclamait une hausse générale des salaires de 5,1%. Météo France place 4 départements du sud-est en alerte orange aux orages. L'alerte est levée pour le Var mais maintenue pour les Bouches-du-Rhône. Et Météo France place également en vigilance les départements de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales en raison des risques d'orage.
Football et au lendemain de la blessure du Lyonnais Nabil Fekir, victime d'une entorse à la cheville gauche contre le PSG. Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a appelé le Marseillais Dimitri Payet pour le remplacer. Les Bleus vont affronter l'Islande jeudi en match amical à Guingamp avant l'Allemagne le 16 octobre en Ligue des Nations au Stade de France. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.